Bonjour Maxence. Bonjour Lilou. Alors j'ai Maxence avec moi qui a écrit, qui est auteur de Survivre au téléphone mobile et au réseau sans fil aux éditions Très Daniel. Et nous allons parler particulièrement dans cet épisode des méfaits du iPhone. Alors pour les iPhoneurs, il n'y a pas que du bon dans le iPhone. Hein. Oui, bah c'est un téléphone mobile, donc en tant que tel, il rayonne des ondes, il rayonne différents types d'ondes, et c'est vrai que c'est important de le savoir, en tout cas c'est toujours bon à savoir. Après, il y a des choses qui sont spécifiques à l'iPhone, comme par exemple le fait que quand c'est sorti, c'est un des premiers téléphones qui faisait du Wi-Fi, et ce qui fait que, eh bien, si on a le Wi-Fi d'enclenché au niveau de l'iPhone, certes, on le sait, ça réduit la durée de vie de la batterie, hein, ça réduit l'autonomie de l'appareil, mais c'est aussi quelque chose qui va rayonner du Wi-Fi en tant que tel, et en plus de façon relativement conséquente au niveau de son champ d'action, de sa puissance de rayonnement. Et donc, bon, il est recommandé, par exemple, quand on l'utilise en téléphone, de toujours avoir l'option Wi-Fi qui est coupée. Voilà, ça, c'est un truc, ça permet, grosso modo, de diviser par deux la dose globale, la quantité globale de rayonnement auquel on va être exposé en tant qu'utilisateur. Est-ce que tu peux nous rappeler le Wi-Fi, ce que ça fait, qu'est-ce que ça dégage en fait? Ça se connecte à... Le Wi-Fi, c'est ce qui est, en fait, c'est un protocole de communication qui permet, c'est un des protocoles de base de tout ce qu'on appelle l'Internet sans fil, donc ce qui permet donc d'avoir des connexions entre un ordinateur et Internet, des connexions entre un téléphone et Internet, ça permet de consulter Internet sur son téléphone mobile, ça permet de pouvoir pianoter et websurfer avec l'ordinateur portable posé sur les jambes, sur les genoux, etc. etc. C'est vraiment des systèmes, enfin c'est une des principales normes qui permet de communiquer sans fil. Oui, ça rayonne des ondes, oui. Et en plus, la particularité du Wi-Fi, ce qui est vraiment propre au Wi-Fi, c'est qu'on est sur des ondes qui sont celles du micro-ondes. C'est-à-dire qu'on est, globalement, la téléphonie mobile utilise des ondes qui sont dans la catégorie des micro-ondes. Ça, c'est sûr. Mais il se trouve que le four à micro-ondes, cet appareil qu'on peut avoir dans la cuisine, ça rayonne du 2,4 GHz. Là, il faut être un peu technique, il faut rentrer dans les familles un peu des différentes ondes. Ça rayonne de 2,4 GHz. Et le Wi-Fi utilise comme onde porteuse, c'est-à-dire le signal sur lequel le code de l'information est ajouté, utilise comme onde porteuse le 2,4 GHz. Donc on est sur les mêmes fréquences que le four à micro-ondes. Ce n'est pas les mêmes puissances de rayonnement, bien sûr, mais c'est la même onde porteuse. Et ce qui est particulier à cette fréquence-là, et c'est pour ça que le four à micro-ondes utilise cette fréquence-là, c'est qu'elle est particulièrement bien absorbée par les molécules d'eau. C'est-à-dire que les molécules d'eau sont très sensibles à ce rayonnement et donc absorbent la quantité d'énergie électromagnétique qui est véhiculée par cette onde électromagnétique. D'accord. Et c'est pour ça qu'on va chauffer les aliments, ça marche avec d'autres fréquences, mais ça va mettre plus de temps. Et donc ce qui fait que historiquement, les industriels ont sélectionné cette fréquence-là du 2,4 GHz parce que c'est celle-là qui est la plus efficace pour secouer, activer les molécules d'eau et fabriquer la chaleur au sein des aliments. Et il se trouve que le Wi-Fi utilise cette gamme de fréquences comme onde porteuse, ou cette fréquence-là comme onde porteuse. Et ça a un impact, ça a quel impact? Et bien du coup, automatiquement, sur le corps humain, sur les êtres vivants, comme on est constitué d'eau, du coup, nos cellules sont d'autant plus sensibles à ce rayonnement-là par rapport aux autres rayonnements. On est sensible aussi aux autres rayonnements, mais celui-là, il nous touche encore plus parce qu'il touche intimement nos molécules d'eau, même à des très faibles puissances. Et d'ailleurs, il y a donc les quelques mesures qui ont été faites, il n'y en a pas beaucoup autour du Wi-Fi, mais quand il y a des mesures qui sont faites, ça montre bien que à 1 mètre autour du Wi-Fi par exemple, à proximité vraiment d'un modem Wi-Fi ou éventuellement d'un petit ordinateur portable ou d'un téléphone Wi-Fi, comme on en a maintenant. C'est la même puissance? Non, ce n'est pas les mêmes puissances en termes de rayonnement ou de watts. C'est le watt, c'est l'unité qu'on utilise pour les puissances. Un four à micro-ondes, par exemple, ça va être 2000 watts ou 1500 watts. Un téléphone mobile, ça va être 2 watts, 1 watt. Les bornes Wi-Fi qu'on va avoir chez soi, c'est 1/4 de watt, par exemple, ou 1/8 de watt. C'est des puissances beaucoup plus faibles que le four à micro-ondes en termes de puissance dans l'absolu. Mais en termes de rayonnement électromagnétique, d'onde porteuse, c'est la même onde qui sert de support. Et cette onde-là, elle est particulièrement absorbée par les molécules d'eau. Les molécules d'eau sont très très sensibles à ce type de fréquence et donc elles sont plus vulnérables en quelque sorte. Même à des puissances très faibles, elles sont plus vulnérables. Et comme ça a la propriété de secouer et d'agiter les molécules d'eau, du coup sur des corps humains ou des animaux ou des plantes, eh bien c'est pas super parce que ça déstructure un peu la façon dont ça va se passer dans le corps. Alors comme les rayonnements sont faibles en termes de puissance autour d'un téléphone mobile
autour d'un ordinateur portable, autour d'un modem Wi-Fi, comme les rayonnements sont faibles, enfin les puissances sont faibles, c'est quand on est très proche ou très proche, qu'on va d'autant plus être baigné par ce rayonnement et être éventuellement gêné par ce rayonnement. Donc à cette distance-là, par exemple, parce que souvent on tapote à peu près à cette distance-là. Là, c'est les mains qui baignent. On considère que le champ autour, c'est à peu près une trentaine de centimètres. Hein. Voilà, ça fait faut voir à peu près une sphère comme ça, qui est la zone sur laquelle le champ va être le plus puissant en termes de puissance, ou en tout cas d'intensité. C'est à peu près dans cette sphère-là. Et après, plus on s'éloigne, plus l'intensité diminue. C'est exactement pareil que quand on est face à un feu dans une cheminée, quand on est tout contre, c'est très très chaud, et quand on s'éloigne, c'est beaucoup moins chaud. En revanche, quant à la couleur de la flamme, elle reste toujours la même, qu'on soit près ou loin. Là, c'est la même chose. Okay. Voilà. Et quand on téléphone, c'est la même chose. Et oui, et c'est pour ça que c'est un problème. problème. Encore plus quand c'est pas déconnecté le Wi-Fi. Donc il faut premièrement déconnecter Exactement. Le Wi-Fi. Donc on peut peut-être montrer comment on déconnecte le Wi-Fi à la caméra. Ouais. Parce que c'est assez... faut bien y penser. Hein. Alors allons-y. Alors donc, on va dans l'option Wi-Fi, sans fil je crois. Ben, il faut dans Settings alors. Parce que moi je l'ai en anglais en fait. D'accord. Donc ça va peut-être être un peu difficile. Je pense pas qu'on Voilà, va voir non, on le voit le Wi-Fi là. Voilà, not connected. Voilà, not connected. Donc là, ton téléphone portable iPhone, il est déconnecté, le Wi-Fi est désactivé, et donc au moins on est sûr d'une chose, c'est qu'il ne rayonne pas cette gamme de fréquences-là. Après, ce qui se passe, c'est que l'iPhone, comme les autres téléphones mobiles, ça rayonne deux types d'ondes, entre guillemets, deux familles d'ondes qui sont cumulées, hein, qui sont superposées l'une sur l'autre. Il y a les micro-ondes qui sont propres au système de téléphonie mobile, donc l'UMTS, le GSM, la 3G, tout ça, ce sont des noms qui correspondent à des protocoles de communication sans fil et qui correspondent à des fréquences particulières. Le GSM, c'est 900 MHz. L'UMTS, c'est 2100 MHz. Si on le dit autrement, c'est 2,1 GHz ou c'est 0,9 GHz. Okay, donc, à chaque comme ça, dénomination technique correspond à une fréquence en particulier. Le 3G, c'est pas très bien le 3G, ça c'est sûr, hein, c'est pas très bien. C'est-à-dire par exemple, si vous tenez longtemps votre téléphone 3G à la main en situation où vous l'utilisez par exemple pour regarder la télé hein, sur le téléphone, en télévision mobile, bon, moi en tout cas on a eu pas mal de témoignages d'utilisateurs qui nous disaient qu'ils sentaient des contractions musculaires en fait, à force de l'avoir comme ça au bout de 10 minutes, un quart d'heure dans les mains, parce que le champ électrique qui est autour de l'appareil et le champ magnétique qui est autour de l'appareil, comme ça imbibe et ça baigne nos cellules, et comme c'est un champ qui est variable dans le temps, eh bien ça nous gêne, ça va maudire, ça va parasiter, ça va avoir un impact sur le signal nerveux, ça va avoir un impact sur le signal, sur la conduction électrique dans les muscles, et donc ça va entraîner comme ça des effets quand on est dans une exposition chronique. Et c'est par exemple, si on va jusqu'au bout de l'idée, c'est ce que par exemple rapportent ceux qui vivent à proximité d'antennes relais. Parce qu'ils sont dans une situation d'exposition qu'on appelle chronique, en permanence, même si les niveaux sont très faibles, on est sur une exposition chronique qui s'additionne au fil du temps. Donc pour en revenir après à nos rayonnements du téléphone portable, donc, de notre iPhone. Oui, l'iPhone ou du téléphone portable. Non, là c'est iPhone, on est des iPhoneurs, on ne blague pas avec ça. Hein. D'accord. On ne passe pas BlackBerry, hein, je t'explique. Ouais, mais le BlackBerry c'est un... Bon, bref. Le BlackBerry c'est quoi? Eh ben c'est un téléphone aussi qui rayonne pas mal. Ouais. C'est-à-dire tous les téléphones 3G, et d'autant plus ou pas? Parce que là tu as lu des trucs intéressants sur le petit... Oui, alors ce qui est intéressant dans le document là sur l'iPhone qu'on a récupéré, donc c'est un guide d'information, c'est un guide d'information importante Product Information Guide, donc on va essayer de le montrer à la caméra là, hein. Donc celui-là il est important, c'est sur l'iPhone, bon, c'est celui qui a été publié à la sortie du premier iPhone en 2008, hein, début 2008. Donc en fait, là on a trouvé l'information dedans, voilà. Donc il est marqué noir sur blanc que il faut conserver l'iPhone à au moins 1,5 cm du corps, afin de garantir que les niveaux d'exposition vont respecter les recommandations internationales. Donc comme ça. Voilà, hein, un petit peu moins, ouais, mais faut pas le tenir contre la peau. Voilà, faut le tenir, faut l'éloigner de la peau. Je le colle toujours. Et oui, ben, si vous le collez toujours, ben là, les valeurs de DAS qui sont fournies à l'intérieur, le DAS c'est la quantité d'énergie qui est absorbée par le corps humain, exposé avec une exposition, avec un appareil qui rayonne, qui est collé contre la peau. Donc en l'occurrence le téléphone mobile, hein, c'est une unité, c'est une cote mal taillée, très approximative, très artificielle dans la façon dont ça peut être calculé ou déduit ou
décrit, quoi. Enfin voilà, on coupera au montage, c'est pas grave. Il n'y a pas de montage. Il n'y a pas de montage, non, c'est direct. On est dans les conditions du direct. Donc ouais, dans la façon dont le DAS va être calculé, donc c'est vraiment un truc très très approximatif. Les ingénieurs eux-mêmes qui font des mesures officielles là-dessus, enfin officielles, qui les font pour le compte des entreprises, des fabricants de téléphones mobiles. Sur ces appareils-là, donc ceux qui font les mesures disent qu'ils ont, sur les valeurs qu'ils fournissent ou qu'ils communiquent, ils ont une marge de 30%. Il y a 30% d'erreur quant à la valeur qu'ils donnent. Il faut bien avoir ça en tête. Donc quand vous voyez marqué DAS 0,68 ou DAS 1,28, c'est de toute façon des valeurs approximatives parce que dans l'état actuel de la science et du monde des ingénieurs, ils ne peuvent pas faire mieux que donner une valeur plus ou moins 30% autour de ce qui est simulé comme étant ce qui se passe au niveau du corps. Parce que bon, après on pourra développer comment le DAS est calculé, mais donc, non, ce ne sera pas l'objectif. C'est ça. Hein. Donc 1,5 cm quand même. Ouais. Mais c'est marqué noir sur blanc dans le document, c'est intéressant. Donc il faut utiliser ce petit truc. Ça c'est l'oreillette, ouais. Ça c'est l'oreillette. Il faut absolument utiliser ça. Hein. Ah oui, c'est le meilleur système pour éloigner, comme on le disait tout à l'heure. C'est quand ça c'est un système qui rayonne. Et plus on l'a près du corps, plus on est exposé à un rayonnement important. Donc si on l'éloigne, par exemple à 1,5 cm, et ça c'est très bien qu'ils le mettent, c'est pas une façon de reconnaître la nuisance, c'est que c'est les seuls à, entre guillemets, à afficher la couleur. Parce que ce qu'ils disent dans cet important guide d'utilisation du produit, ce qui est dit là-dedans, ça devrait être dit dans tous les autres documents. Et ça n'est pas dit. Non, ça n'est pas dit. Ah. Donc c'est très très bien qu'ils le disent. Parce que c'est reconnaître ce qui se passe en termes d'appareil, dans la façon dont ça rayonne. Bref. Il faut déjà aller chercher ce document. Exactement, il faut le trouver, il est en anglais, c'est écrit tout petit, mais il existe. L'entreprise, on ne peut pas lui dire ça n'existe pas, ils l'ont fait quoi. Donc déjà on l'éloigne. Et après, pour l'éloigner, la meilleure solution, c'est effectivement l'oreillette. Et quand on dial, quand on compose un numéro de téléphone, est-ce que c'est vrai que c'est plus fort à ce moment-là, de la composition, et quand ça essaye de se connecter? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un peu trois situations de rayonnement du téléphone. La première, c'est quand il est en veille. Donc en veille, il y a un petit champ autour, pas très puissant, mais il est là, en permanence. Tant qu'il est allumé, ça rayonne un peu. Ensuite, vous êtes en communication téléphonique. Et bien là, ça rayonne plus, parce que vous êtes en connexion active, et pas en situation passive, en attente que peut-être il y ait un coup de fil. Et ensuite, il y a les moments où vous composez le numéro, ou le moment où vous recevez un appel. C'est par exemple le moment où il y a des parasites à l'écran de l'ordinateur, au moment où le téléphone va sonner, une ou 2 secondes avant. Voilà. Bon, ce qui se passe à l'écran de l'ordinateur, c'est ce qui se passe aussi dans votre corps. Yuck. Voilà, hein, il faut bien se dire ça, c'est que ce qui apparaît, ce qui peut être vu comme un parasite, une interférence, ou une interférence à l'échelle d'une machine électronique, c'est ce qui se passe aussi dans l'organisme. Et après, ce sont les électrosensibles ou les électro-hypersensibles qui sont en mesure de le sentir directement et automatiquement parce qu'ils sont très sensibles au niveau de leur organisme. Mais sinon, électrosensibles, c'est quoi ça? Eh ben, c'est les personnes qui sont devenues allergiques au rayonnement électromagnétique et qui sont devenues ultra allergiques. C'est-à-dire comment on s'en rend compte? En général, il y a un téléphone qui vient dans une pièce, on ne se sent pas bien du tout. Il y a un téléphone qui sonne, on se sent super mal. On passe 3 minutes avec un téléphone mobile. Après, on a des vertiges, on a des trous, on ne sait plus trop à quoi on pensait. On a des absences et on est un peu comme ça, un peu à l'ouest quoi. C'est de plus en plus courant là. Ça se développe, ouais, ça se développe. C'est de plus en plus courant pour plusieurs raisons, parce qu'en fait, ça fait de plus en plus longtemps qu'on est exposé à de plus en plus de rayonnement de type micro-ondes. Donc ce qui fait qu'en fait, sur le domaine, dans la catégorie des rayonnements micro-ondes, là depuis 20 ans à peu près, puisque le téléphone mobile ça date de 1993, donc en fait il y a des spécialistes qui ont fait des mesures, et le rayonnement radio ou télé, il est resté à peu près identique, constant en termes de bruit de fond dans l'environnement ambiant, mais dessus on a rajouté le GSM, on a rajouté le DECT, on a rajouté les babyphones, on a rajouté le Wi-Fi, on commence à rajouter le WiMAX, éventuellement là il y a de la TNT qui se met au milieu, donc on a rajouté comme ça des couches sans en retirer aucune, donc ça s'empile, le millefeuille grossit, et ce qui fait qu'en fait, de leur point de vue, le niveau de bruit de fond micro-ondes depuis l'apparition du téléphone mobile et des technologies sans fil, ça a été multiplié par 10 à peu près. C'est-à-dire que là, on est actuellement dans un environnement qui est 10 fois plus saturé de micro-ondes artificielles, que c'était le cas il y a 15 ans, quoi, en 95 ou en 90. Donc ça, est-ce qu'on est en train de faire quelque chose pour essayer d'améliorer tout ça?
À part des livres comme ça, bien sûr, qui informent les gens, mais sinon, est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises? Alors, il y a certaines institutions sanitaires commencent à prendre des positions qui vont dans le sens du moindre rayonnement. C'est-à-dire, de leur point de vue, à chaque fois que possible, il faut réduire la quantité de rayonnement auquel les personnes sont exposées. Parce que, comme on est sur des logiques cumulatives dans le temps, ce qui ne nous gêne pas pendant 1 heure ou pendant une nuit, ça peut nous déranger au bout d'1 semaine, au bout de 6 mois, au bout de 3 ans. Ouais. On est dans des questions qu'on appelle médecine environnementale, santé environnementale. C'est-à-dire que là, en fait, tous les systèmes sans fil, téléphone mobile en tête, parce que c'est vraiment ça la principale source de rayonnement dans notre environnement aujourd'hui. Téléphone mobile plus antenne relais, c'est à peu près 60% du bruit de fond micro-ondes que dans nos organismes, qu'on soit utilisateur ou pas de téléphone portable, auquel on va être confronté. Donc ce bruit de fond qui a augmenté, on baigne dedans, qu'on le veuille ou non. Et le fait de baigner dedans fait qu'on est dans une nouvelle donne au niveau de notre environnement. De la même façon qu'on a des eaux qui peuvent être polluées ou pas polluées, on peut avoir de l'air qui peut être pollué ou pas pollué. Certains jours, il faut sortir avec les masques, d'autres, il faut sortir sans le masque. Des fois, il y a de l'ozone, des fois, il n'y a pas d'ozone, etc., etc. Là, c'est la même chose. On est sur un type de pollution qui est électromagnétique, mais qui existe et qui est produite par une infrastructure qu'on a mise en place au cours des 20 dernières années. Il y a des appareils qui permettent de mesurer oui, il y en a plein, ouais. Aux particuliers à quel point leur environnement est nocif? Alors, oui, il y en a plein, mais à la louche, il y a 3 types d'appareils. L'iPhone, il a peut-être une application? Pas encore. C'est vrai? Pas encore, mais c'est une excellente idée. C'est-à-dire qu'en fait, déjà, les téléphones mobiles sont des appareils qui mesurent les niveaux électromagnétiques ambiants, puisque quand vous avez 4 bars, 3 bars ou 2 bars, c'est une indication quant à l'environnement, quant à votre environnement électromagnétique. Mais nous, on aime bien avoir 4 bars pour toi. Ouais, bah c'est très bien. C'est à ce moment-là que le téléphone va rayonner le moins pour fonctionner. Bon, oui, parce que comme il y a beaucoup de... Ça, voilà, mais on y reviendra après. Donc, 1 barre, 2 barres, 4 barres, c'est sa façon à lui de dire... le champ ambiant, il y en a un peu, beaucoup, passionnément. Mais il ne dit ça que par rapport à votre opérateur téléphone mobile. Il ne dit pas ça par rapport aux autres. Il dit ça que par rapport au GSM ou que par rapport à la 3G. Il ne dit pas ça par rapport au Wi-Fi, par exemple. Vous voyez, donc en fait, on discrimine les différents rayonnements ambiants. On n'a pas de vision globale. Mais développer une petite application pour l'iPhone qui permettrait d'avoir une vision globale sur le bruit de fond ambiant, c'est tout à fait possible puisque les capteurs sont là. Si l'iPhone permet de faire Wi-Fi, c'est parce qu'il y a une antenne qui permet de faire du Wi-Fi. Donc c'est-à-dire qu'il est en mesure de capter les niveaux de champ ambiant liés au Wi-Fi, comme il est en mesure de capter le GSM ou l'UMTS. C'est ce qui se passe quand on voit marqué qu'il est tribande ou quadribande, c'est que ce sont des téléphones dont l'antenne est capable de capter comme ça différentes familles de fréquences électromagnétiques ou micro-ondes. Donc l'horreur de l'horreur, c'est d'avoir le Wi-Fi qui est on. Au niveau du terminal? Ouais. Oui, alors le Wi-Fi qui est on, quelqu'un qui nous appelle et en même temps... Alors quand le moment où on vous appelle, ou alors où vous essayez de joindre quelqu'un, dans ces 2-3 secondes-là, c'est le moment où en fait, pouf, le téléphone rayonne le plus. Il rayonne quasiment 100 fois plus que quand il est en veille passivement. Ouais. C'est-à-dire, quand le pic du rayonnement, c'est au moment où il reçoit un appel ou au moment où vous émettez un appel. Donc à ces moments-là, ne jamais le porter contre la tête. Ça c'est clair. Et pas non plus le porter près des cellules sexuelles, parce que ça fait partie des zones aussi qui sont très très sensibles. Les trois cellules... pas que les hommes portent le portable. Ni les femmes. Ni les femmes. Il est officiellement recommandé, pas de téléphone mobile pour les femmes enceintes. Nous on a des sacs. Hein. Non mais pour les femmes enceintes. Pour les femmes enceintes. Pas de téléphone mobile. Ou en tout cas, l'usage du téléphone mobile est déconseillé pour les femmes enceintes. Ou en tout cas, il ne faut pas tenir de téléphone mobile à proximité du ventre d'une femme enceinte. Le terme de proximité, c'est environ 30 cm. C'est officiellement recommandé, hein. C'est ce qui est officiellement recommandé. Pourquoi? Pourtant, une femme enceinte, elle en a bien besoin pour un cas de panique. Peut-être, mais en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que les pollutions électromagnétiques sont identifiées depuis à peu près une dizaine d'années comme étant un facteur de fausse couche multiplié par 3 dans les 3 premiers mois. Oh là là. Les études, elles existent, il y en a quelques-unes qui ont été produites là-dessus, et c'est ce que je disais tout à l'heure en parlant des différents rayonnements du téléphone mobile. Donc il y a le rayonnement micro-ondes qui est lié aux connexions hyperfréquences, au fait que ça discute avec l'antenne relais du coin. Ouais. Et il y a aussi des basses fréquences, des champs magnétiques basses fréquences qui sont produits à cause des données qui arrivent. Et ces données, ça sollicite la batterie, et donc la batterie, elle génère un champ pour fonctionner. C'est-à-dire qu'il y a donc une pollution électromagnétique de type basse fréquence, de type champ magnétique,
qui est rayonné par tout téléphone mobile, que ce soit l'iPhone, le BlackBerry, les Nokia, n'importe quoi, à cause des appels batterie pour faire marcher pour solliciter et avoir l'énergie pour que l'appareil fonctionne. Et on a aussi les micro-ondes, dans le jargon des techniciens, hyperfréquences, qui sont les ondes porteuses utilisées pour communiquer sans fil avec les antennes relais ou avec les bornes Wi-Fi, etc., etc. On a donc deux types de champs à la fois, des micro-ondes et des basses fréquences. Et c'est les pics d'exposition basse fréquence qui ont été identifiés comme un facteur de fausse couche chez les femmes enceintes inférieures à 3 mois, quoi.